Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. La France a-t-elle encore les moyens de ses ambitions en matière de défense? La question se pose avec une acuité toute particulière au lendemain des attentats meurtriers de janvier dernier et alors que la France s'est fixé de nouvelles missions en matière de lutte contre le terrorisme. Face à ces nouvelles priorités et donc ces nouvelles dépenses, il va falloir revoir la loi de programmation militaire qui détermine les crédits de l'État en matière de défense. C'était l'objet d'un débat ici au Sénat à la demande du groupe UMP. Je vous propose de revoir ce débat aujourd'hui. Les sénateurs ont interpellé le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, sur de nombreux sujets. Quid des suppressions de postes initialement prévues dans la loi de programmation militaire? Que va-t-on faire également à propos du recours à des sociétés de projets comme le prévoit le projet de loi croissance et activité, le projet de loi Macron? Faut-il sanctuariser le budget de la défense? Autant de questions auxquelles Jean-Yves Le Drian s'est efforcé de répondre. Tout de suite, direction l'hémicycle pour revoir cette séance. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur la préparation de la révision de la loi de programmation militaire. Débat à la demande du groupe Union pour un mouvement populaire. La parole dans ce débat est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat. Je profite pour saluer Monsieur le ministre et Monsieur le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Et je donne immédiatement la parole à Monsieur Dominique de Legge. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'UMP a souhaité ce débat pour deux raisons. La première a trait au fait que la LPM stipule en son article 6 son actualisation avant la fin de l'année 2015 afin de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs et les réalisations. La seconde, à la suite des événements terroristes que nous avons connus sur notre sol, le Président de la République a annoncé un certain nombre de mesures qui doivent trouver leur traduction concrète dans le budget dès cette année et qui sont susceptibles de modifier les objectifs de la LPM. Le groupe auquel j'appartiens a toujours soutenu la politique de défense, quel que soit le gouvernement. Il n'y a donc pas de débat de fond entre nous, Monsieur le Ministre, mais une chose est de partager des objectifs et une autre est de se donner les moyens de les atteindre. C'est sur ce point que portera mon propos en m'attachant à poser des questions concrètes autour de 5 sujets. Le premier, l'engagement de nos forces. Lorsque la LPM a été votée, notre retrait d'Afghanistan était acté, notre engagement au Mali aussi, mais notre engagement en Centrafrique ou en Irak n'était pas à l'ordre du jour. L'opération Barkhane dans la bande sahélo-saharienne réunit désormais 3 théâtres d'opération, Mali, Tchad et Niger, et la mobilisation d'effectifs sur le territoire national n'était pas activée. Ceci me conduit à plusieurs questions, compte tenu de cette modification du périmètre de nos engagements, et alors qu'aucune perspective de retrait, hélas, ne se dessine, envisagez-vous de revoir le contrat opérationnel de la LPM? Dès lors, pensez-vous que la trajectoire budgétaire, tant en fonctionnement qu'en investissement, de 31,4 milliards pour la période 2014 à 2016 est toujours réaliste au regard des besoins? Et y a-t-il lieu de considérer que la légère augmentation du budget à partir de 2017, de 31,7 à 32,5, sera suffisante? Deuxième sujet, le dispositif de sécurité à la suite des événements du début de l'année. Le Président de la République a annoncé en janvier la mise en place du plan Sentinelle sur le territoire national et concomitamment une révision à la baisse de la déflation des effectifs, sans préciser si cette dernière était liée à une mobilisation sur notre territoire ou constituait une réponse au prolongement de notre présence sur les théâtres extérieurs. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce point? Nous avons été saisis d'un décret d'avance pour le financement du plan Sentinelle afin de doter les ministères de l'Intérieur et de la Justice de moyens renforcés. Très curieusement, votre ministère, bien que fortement mobilisé avec 10 000 personnes et les moyens qui vont avec, n'est pas concerné par ce décret. Pouvez-vous nous en donner les raisons? Qu'en est-il très exactement des diminutions des effectifs? Initialement, la déflation devait être de 24 000 sur la période 2014-2019, en sus des postes supprimés dans la précédente loi de programmation. Elle ne serait plus que de 16 500, voire 13 000.
Quelle est la traduction budgétaire de cette évolution? D'autant plus que lors du vote de la LPM, il avait été indiqué que la baisse des effectifs permettrait de financer des équipements. Qu'en est-il sur ce point précis? Car plus d'hommes, c'est aussi plus d'équipements. On peut penser que ces moindres réductions vont toucher les sous-officiers et hommes du rang, ce qui rend encore plus problématique le dépyramidage. Quelles armes vont être affectées? Enfin, devons-nous considérer ce nouveau format des effectifs comme un aménagement de la baisse des effectifs sans en remettre en cause le volume au terme de la LPM, ou bien s'agit-il d'une donnée nouvelle qui s'inscrira au-delà de la LPM? Troisième sujet, les OPEX. Tous les ans, nous avons le même débat. Une provision est inscrite, mais elle se révèle toujours insuffisante. 450 millions en 2013 pour 1,1 milliard de dépenses, 450 millions en 2014 pour vraisemblablement 1,2 milliard de dépenses, 450 millions en 2015 pour une somme qui, au final, avoisinera celle des années précédentes. Peut-on continuer indéfiniment, et ce n'est pas nouveau, à sous-estimer la réalité financière et la réalité tout court? Je sais que la LPM prévoit que les surcoûts sont financés par la réserve interministérielle, présentée comme la garantie que les autres ministères vont payer. Mais ceci m'amène à trois considérations. Au-delà des subtilités budgétaires et autres artifices de présentation, je ne vois pas l'intérêt de continuer, tant pour le budget des armées que pour celui de l'État dans son entier, à inscrire des crédits dont on sait qu'ils représentent un tiers seulement de la dépense réelle et qu'il faudra bien acquitter d'une façon ou d'une autre. Je conteste la notion même de réserve interministérielle pour financer les OPEX, non seulement parce qu'il s'agit d'une dépense certaine, mais parce qu'elle est constituée par le budget de chaque ministère au prorata de leur importance dans le budget général. Chacun sait qu'après l'éducation nationale et la charge de la dette, c'est le budget des armées qui pèse le plus lourd. Ainsi, on arrive au paradoxe suivant, qui fait que plus la défense est sollicitée, plus ses moyens budgétaires sont proportionnellement réduits. Autrement dit, peut-on ignorer indéfiniment la contribution annuelle de la défense pour la seule couverture des OPEX à près de 300 millions par an, sans en tirer les conséquences sur la LPM? Mes chers collègues, entre 2013 et 2015, c'est près d'1 milliard qui aura manqué à la LPM. Je ne suis pas certain que l'on puisse parler encore dans ces conditions de sanctuarisation. Enfin, sans ouvrir le débat complexe d'une défense européenne, il faut bien reconnaître que nos engagements extérieurs sont approuvés par les pays de l'Union européenne qui en voient le bien-fondé pour leurs propres intérêts. La présence de nombreux chefs d'État ou de gouvernement le 11 janvier à Paris nous a fait chaud au cœur. Mais n'était-ce pas l'occasion d'appeler à une solidarité pas simplement de mots et d'images, mais plus tangible? Le terrorisme, c'est l'affaire de l'Europe et pas seulement de la France. Le Premier ministre a eu raison de rappeler récemment à M. Juncker que la défense de l'Europe était principalement assurée par l'armée française. Pensez-vous qu'une initiative pourra être prise pour que nous ne soyons plus les seuls à porter la majeure partie des coûts des OPEX? Il ne s'agit pas pour nous de nous affranchir de la norme comptable des 3%, car il faudra bien payer les factures, mais d'espérer et exiger un peu plus de solidarité. Quatrième sujet, les conséquences des ventes récemment réalisées, notamment à l'Égypte. La frégate qui devait être livrée à nos armées le sera au Caire. Quelles conséquences pratiques sur le plan financier et opérationnel? Y aura-t-il reversement au budget militaire? Cette vente affecte-t-elle le programme de livraison des autres frégates, tant en volume qu'en délai? Sur le plan opérationnel, que devient l'équipage formé qui devait embarquer à bord de ce nouveau navire? Est-ce que cela conduit à prolonger une nouvelle frégate pour laquelle les travaux de maintenance n'avaient pas été programmés? Quelle est la conséquence de la vente des Rafales sur le cadencement et le prix de nos livraisons? Cinquième sujet, les recettes exceptionnelles. L'inscription de celles-ci n'est pas une innovation, mais j'accuse Bercy, aujourd'hui comme hier, de vouloir financer les armées avec de la monnaie virtuelle alors que les besoins et les dangers sont réels. Bercy, depuis de nombreux mois, sait que les recettes exceptionnelles de vente de fréquences inscrites au budget 2015 ne se réaliseront pas. Il ne peut ignorer le rapport rédigé par l'IGF, la DGA
et le contrôle général des armées qui le confirme. Je déplore que le Président de la République, en réponse au questionnement de M. Larcher, président du Sénat, et de M. Raffarin, président de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères, lors du vote du budget de la Défense pour 2015, ait feint de croire que les recettes de vente de fréquences seraient au rendez-vous de 2015. Je déplore que le Premier ministre, en réponse au courrier que lui adressait encore le président Raffarin le 17 mars, affirme que la vente de fréquences en 2015 pour assurer les recettes exceptionnelles est toujours d'actualité, alors que vous-même, Monsieur le ministre, la semaine dernière, déclariez devant la commission spéciale qui examine le projet de loi Croissance, Activité et Égalité des chances économiques que le recours à des sociétés de projet était dû au fait que ces ventes ne seraient pas au rendez-vous en temps utile. Je condamne le fait que ce soit au détour de ce texte, qui n'a rien à voir avec un sujet aussi grave et aussi régalien, que l'on ait tenté d'esquiver le sujet. En déposant un amendement de suppression de l'article 50 de ce texte, je le dis très clairement, nous ne préjugeons en rien de notre vote final sur les sociétés de projet. Nous voulons seulement un débat et un arbitrage. Monsieur le ministre, nous le savons, la situation internationale est préoccupante. Sans doute n'avons-nous jamais vécu dans un monde aussi complexe où les menaces et les dangers sont aussi diffus. Nous en appelons à la responsabilité de tous. Vous pouvez compter sur la nôtre. Encore faut-il que cesse l'improvisation entre Bercy, qui ne veut ni des sociétés de projet, ni de crédits budgétaires, mais ne propose rien, et votre ministère qui propose des sociétés de projet, dont il n'est pas vous faire offense que de dire que ces contours restent flous. S'agit-il d'une mesure temporaire ou d'un montage pérenne? Alors qu'il y a urgence à régler le problème avant l'été, le Premier ministre a écrit dans sa réponse au président Raffarin, que je mentionnais tout à l'heure, « Il m'est difficile d'apporter les éléments techniques de réponse à vos questions et je vous invite à vous rapprocher des ministres concernés sur ces sujets précis. » Je laisse chacun apprécier, mais je serais tenté de dire au Premier ministre, sauf son respect, que les questions posées ne sont pas techniques, mais politiques. Et jusqu'à preuve du contraire, un Premier ministre s'est fait pour arbitrer entre ses ministres et non pour botter en touche. Merci, Monsieur le ministre de la Défense, des réponses que vous pourrez nous apporter et formons le vœu que le chef suprême des armées, le président de la République, ne se contente pas de dire que les moyens des armées sont sanctuarisés, mais qu'enfin il nous dise comment, c'est-à-dire qu'il arbitre et que le Premier ministre mette un terme aux déclarations contradictoires de son gouvernement. Ils le doivent à nos armées dont les hommes risquent leur vie, ils le doivent à la représentation nationale qui vote les lois et qui incarne l'unité nationale. Merci, Monsieur Delège. Dans la suite du débat, la parole est maintenant à notre collègue Joël Guerriau pour le groupe UDI, Union centriste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La loi de programmation militaire de décembre 2013 a marqué le souhait du gouvernement d'assurer l'évolution de notre outil de défense pour faire face à de nouvelles menaces en prenant en considération une forte contrainte budgétaire. Ce souhait, nous l'avons largement partagé au sein de notre commission des affaires étrangères et dans cet hémicycle. Toutefois, depuis l'automne dernier, soit moins d'un an après l'entrée en vigueur de la LPM, les projections financières et humaines sont devenues incompatibles avec les interventions de nos forces armées à l'extérieur, mais aussi sur notre sol. Fort heureusement, l'article 6 de la LPM prévoit une première actualisation de cette trajectoire à l'horizon de l'année 2015. Cette rectification, annoncée dès janvier dernier pour cet été, devra relever deux défis majeurs. Il s'agit d'une part de renforcer notre capacité financière et d'autre part d'ajuster notre stratégie de défense à moyen terme. Ce sont les deux points que j'aborderai. Le premier défi pose la question de la crédibilité budgétaire. La précédente LPM a cherché, sous votre impulsion, Monsieur le Ministre, à sanctuariser les crédits alloués à notre outil de défense. Le chiffre annoncé était de 31,4 milliards d'euros par an pour toute la durée d'application de cette loi. Cette enveloppe financière devait être composée de crédits budgétaires votés en loi de finances et de 2,4 milliards d'euros de recettes exceptionnelles issues de cessions immobilières et de cessions de bandes de fréquences hertziennes. Ce compromis budgétaire
devait être respectée sous contrôle des commissions des affaires étrangères de la Défense des deux assemblées. En théorie, le montage était crédible. Malheureusement, l'exécution de cette orientation a été bien différente. À ce jour, nous n'avons pas vu le premier centime des fameuses recettes exceptionnelles annoncées. La cession des bandes hertziennes n'est toujours pas réalisée, alors qu'elle est évoquée depuis plus de 2 ans. Parallèlement, les opérations extérieures sont toujours sous-budgétisées à 450 millions d'euros, alors que nous savons qu'elles représenteront potentiellement un coût supérieur à 1 milliard. L'effet de ciseau est là. Il manque près de 3 milliards d'euros à notre défense pour la seule année 2015. La sonnette d'alarme avait été tirée par le Sénat en décembre dernier par la Commission des finances et la Commission des affaires étrangères. Lors du dernier projet de loi de finances, le compte n'y était pas et cela a conduit le Sénat à rejeter les crédits de la mission Défense. Aujourd'hui, nous craignons de très fortes tensions dans le financement de la défense nationale dès le mois de septembre. Cette situation est d'autant plus préoccupante que la France est la première puissance militaire de notre continent, contribuant à la sécurité européenne. L'urgence vous amène à conduire une politique au cas par cas. J'en veux pour preuve l'article 50A du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui entend créer des sociétés de projet, dont la finalité serait de doter notre outil de défense en matériel par crédit-bail, en passant par un montage juridique discutable. Le calendrier étant contraint, la mise en place des sociétés de projet et la réalisation des opérations financières devraient se réaliser en quelques semaines. N'est-ce pas déjà un peu tard? À quelle échéance et pour quelle part de capitaux privés intégrerait-elle ou intégrerait-il ces capitaux, ces sociétés? Quelles sont les implications en matière de disponibilité de matériel et quelles sont les incidences juridiques? Le ministère de l'économie et des finances évoquerait même une troisième piste financière différente des sociétés de projet et des cessions de bandes hertziennes. Autant de flou a convaincu la Commission de supprimer l'article 50A. Vous comprendrez que nous serions tout à fait intéressés par de plus amples informations à ce sujet. Il apparaît clairement que le gouvernement cherche de nouvelles sources de financement, y compris des recettes de trésorerie. L'addition est lourde. Vos efforts, Monsieur le ministre, suffiront-ils à régler cette addition? Alors que notre pays fait face à de nouvelles menaces et que notre armée conduit de nouvelles missions, cela implique que nous soyons en capacité de financer ces missions. Sans proposition budgétaire pour l'heure, nous sommes et nous restons inquiets. Le second défi pose la question de la stratégie de défense. Lors de la prise de décision d'intervenir militairement, est-il responsable de faire le premier pas si nous ne sommes pas en capacité d'en financer le dernier? 8 500 militaires sont actuellement engagés sur des opérations extérieures, à la fois dans les milieux terrestres, navals et aériens. Nous avons notamment des opérations aériennes en Irak et des interventions au sol en Centrafrique et au Mali. Le rôle de la France est primordial, d'autant plus qu'aucun pays européen s'investit autant. Pourtant, c'est pour la sécurité de tous que nous intervenons. De plus, la menace terroriste a durement frappé notre pays en janvier. Elle conduit au déploiement d'une très vaste opération intérieure, l'opération Sentinelle, qui mobilise près de 10 000 personnes. Nous partageons, Monsieur le ministre, le choix de maintenir un niveau élevé sur la scène internationale, mais tout en garantissant la protection de nos concitoyens. La conjonction de ces deux engagements est simple. Nous avons besoin d'hommes, nous avons besoin de matériel et de financement. En l'état actuel, la LPM n'est pas en phase avec cette politique. Les dépenses augmentent en l'absence de financement. Il ne reste que deux alternatives, selon nous. Soit nous limitons nos interventions extérieures en recentrant nos forces, soit nous accroissons les moyens mis à la disposition de notre défense en trouvant les financements. Concernant la multiplication de nos interventions à l'extérieur, le président de la République donne l'impression de prendre des décisions parfois hâtives. Sa politique d'agir au coup par coup fragilise l'équilibre technique et financier voté par le Parlement. Or, prendre de la hauteur sur le plan stratégique nécessite forcément du temps. Nos forces armées sont surexposées en danger. Nos militaires assurent la défense de notre nation dans un contexte complexe. À trop mobiliser nos troupes sans contrepartie professionnelle, les risques sont de fragiliser notre outil de défense et l'engagement du monde combattant. À ce titre, nous avons le devoir de veiller à assurer un meilleur traitement de la situation de nos militaires, notamment en corrigeant les ravages qui ont été causés par le logiciel Lovois et en prenant en considération les carrières contrariées par la déflation des effectifs. Vous aviez déclaré, Monsieur le ministre, lors de votre audition par notre commission des Affaires étrangères, que la révision de la LPM devrait mettre fin au cycle de la réduction des effectifs. Pouvez-vous nous le confirmer? Lors du prochain Conseil de défense, vous présenterez vos décisions.
Sur quel choix ferez-vous de nouvelles propositions permettant de redéfinir la question de nos effectifs? Nous avions prévu une baisse régulière au rythme de 7 000 par an. Compte tenu du contexte, ce choix évoluera-t-il et comment? La LPM prévoit des efforts d'économie significatifs sur la masse salariale ainsi que sur le coût de structure. Seront-elles possibles si les interventions extérieures se multiplient, impliquant des charges salariales et des investissements toujours plus importants? La rectification de la LPM se profile et conduira ou pas à trancher entre deux conceptions de la défense de notre pays. Soit une défense essentiellement recentrée sur notre sol et nos besoins les plus immédiats, en respectant la trajectoire initiale financière, ou bien par le financement d'une défense plus ambitieuse à l'échelle mondiale, mais soutenue par l'Europe. Si notre pays doit être le bouclier, avec le Royaume-Uni, de l'ensemble du continent européen, il semble impératif que nous poursuivions un dialogue avec le Conseil, la Commission et le Parlement européen afin d'obtenir un soutien financier qui fait cruellement défaut. Est-on en capacité, Monsieur le ministre, de convaincre les États membres de l'Union à participer au soutien de notre engagement militaire? Sans cela, nous serons contraints de recentrer nos efforts. Pour que nos interventions portent, il faut que nous soyons aptes à les mener jusqu'au bout. Rappelons que Colin Powell voulait dissuader le président Bush à intervenir en Irak et que le président Chirac avait pris la sage décision de ne pas suivre l'injonction américaine. En effet, devons-nous être un petit contributeur aux côtés des États-Unis? Il appartient aux États-Unis d'assumer leurs responsabilités en Irak. Il faut conclure, mon cher collègue. En suremployant l'armée française, nous risquons de l'épuiser sans même en tirer le moindre bénéfice politique. Vous le savez bien, il n'y a d'intérêt stratégique que si notre influence sur la sortie du conflit